À Noël, ma sœur a exposé mes 12,6 millions d'euros et ma famille s'est retournée contre moi, exigeant tout pour son avenir. J'ai tout annulé. Le silence n'était pas paisible. Il était lourd, toxique, le silence d'une bombe amorcée. Il était 20h42, ce soir de réveillon. 20 convives étaient assis autour de la longue table en chêne de ma salle à manger. L'air était saturé du parfum de la dinde au marron et des bougies diptyques. Tout le monde riait, parlait, jusqu'à ce que, d'un seul coup, le bruit s'arrête. Ma sœur, Océane, s'est levée. Elle n'a pas levé son verre de Château Margaux pour porter un toast. À la place, elle tenait mon iPad Pro au-dessus de sa tête, comme un étendard de guerre. Elle a tourné l'écran pour que chacun, de mon père à mes cousines, puisse voir les chiffres lumineux s'afficher. Elle a crié, la voix perçante, brisant l'atmosphère festive, « Regardez tous. Héloïse nous cache 12 millions d'euros. 12 millions. » La salle s'est figée. J'ai eu l'impression que tout l'oxygène avait été aspiré. Une fourchette est tombée bruyamment sur une assiette en porcelaine de Limoges. Ma mère, Béatrice, a porté la main à sa bouche, ses yeux agrandis par la surprise. Mon père, Thierry, n'a pas regardé l'écran. Il m'a regardé, moi. Il n'y avait aucune fierté dans son regard. Seulement de la trahison. « Quand avais-tu l'intention de nous le dire ?» a-t-il demandé. Sa voix était glaciale. J'ai balayé la table du regard. J'ai vu le choc sur le visage de mes tantes, l'avidité soudaine dans les yeux de mon oncle, et le sourire satisfait d'Océane. Elle pensait m'avoir piégée. Elle pensait qu'en exposant ma vie privée, elle me forcerait à plier. Mais la dynamique du pouvoir avait déjà basculé. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà découvert leurs secrets, et que cette révélation publique était ma porte de sortie. Avant de plonger dans ce cauchemar, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette histoire. Paris, Lyon, ou quelque part d'autre. Il est temps de commencer. J'ai grandi dans une petite ville de Normandie, où le ciel était perpétuellement gris et les gens se jugeaient sur la propreté de leurs volets. De l'extérieur, nous étions la famille française parfaite. Notre maison était impeccable, mon père tondait la pelouse tous les dimanches, ma mère faisait des tartes aux pommes. Nous avions des dîners de famille et des photos au mur. Mais les photos ne parlent pas. Elles ne racontent pas ce qui se passe quand l'obturateur s'arrête. La fissure dans notre famille a commencé avant même que je puisse m'en souvenir. Elle a commencé le jour où ma sœur, Océane, est née. J'avais 8 ans quand elle est arrivée. Je ne me souviens pas de grand-chose de ma période d'enfant unique, je ne me souviens que du bruit et du chaos qui ont suivi. Océane est née avec 2 mois d'avance. Elle était minuscule, souffrante. Les médecins craignaient qu'elle ne survive pas. Mes parents étaient terrifiés. Ils ont passé des semaines à l'hôpital, et j'ai été envoyée chez ma grand-mère, Solange. Quand Océane est finalement rentrée à la maison, elle n'était pas juste un bébé. Elle était le miracle. Ce mot est devenu son identité. Parce qu'elle avait lutté pour respirer, mes parents ont décidé qu'elle ne devrait plus jamais avoir à se battre pour quoi que ce soit. La dynamique s'est ancrée immédiatement, Océane était la poupée de verre fragile, délicate, l'objet de tous les soins. Et moi? J'étais l'étagère en bois robuste, terne, sur laquelle cette poupée était posée. Je me souviens de mon 10e anniversaire. J'avais demandé un vélo rouge, un vrai, pour rouler à travers les champs de colza. J'avais imaginé cette liberté pendant des mois. Quand je suis descendue ce matin-là, il y avait un gâteau au chocolat, mon préféré. Ma mère m'a serré dans ses bras. « Joyeux anniversaire, Héloïse », a-t-elle dit. Puis, Océane, âgée de 2 ans, a commencé à pleurer dans le salon. Elle venait de se faire une minuscule égratignure avec un papier cadeau. Ce n'était rien. Mais le visage de ma mère a changé instantanément. Le sourire a disparu. « Oh, ma pauvre chérie », a dit maman, me lâchant pour courir vers le salon. « Thierry, apporte la trousse de premier secours. » Mon père l'a suivi. Je suis restée seule dans la cuisine, devant mon gâteau au chocolat et les 10 bougies allumées. Je suis restée là pendant 10 longues minutes. J'entendais leurs gazouillements, leurs questions douces. «
Est-ce que ça fait mal, ma puce? Il lui promettait des glaces pour la consoler. J'ai soufflé mes bougies toute seule. Plus tard dans l'après-midi, mon père est revenu. Il avait l'air épuisé. Héloïse, a-t-il dit. On ne peut pas faire le vélo aujourd'hui. Océane n'est pas d'humeur à te regarder faire du vélo. Mais je peux rouler toute seule, ai-je dit, désespérée. Ne sois pas égoïste, a-t-il claqué, une phrase qui m'a frappée de plein fouet. Ta sœur est fragile. Nous devons garder la maison calme. J'ai appris une leçon ce jour-là, mes besoins étaient du bruit superflu. Les besoins d'Océane étaient essentiels. Ce schéma s'est répété sans cesse. Si j'avais une pièce de théâtre à l'école, Océane avait mal au ventre, et maman restait à la maison avec elle. Si je gagnais un concours d'orthographe, Océane avait passé une mauvaise journée à la crèche, et nous devions parler de ses sentiments au lieu de ma coupe. Je suis devenue l'arrière-plan. Je me souviens des photos de famille de la manière la plus cruelle. Chaque année, nous allions chez le photographe. Maman et papa derrière, disait-il. Océane, toi tu t'assieds juste au centre sur le tabouret. Héloïse, tu te mets sur le côté, derrière. Océane portait toujours la robe la plus claire, celle qui captait la lumière. Elle avait un sourire qui exigeait l'attention. Moi, je portais les vêtements de seconde main ou des couleurs neutres. Sur les tirages finaux, Océane était toujours parfaitement éclairée. J'étais souvent dans l'ombre. Océane a vite compris ce pouvoir. Elle a appris que si elle pleurait, le monde s'arrêtait. Si elle voulait quelque chose, elle n'avait qu'à prendre un air triste. J'ai appris l'inverse, si je pleurais, j'étais dramatique. Si je voulais quelque chose, j'étais exigeante. Alors, j'ai arrêté de demander. J'ai commencé à me rendre utile. Je pensais que si je ne pouvais pas être le miracle, je pouvais être l'aide indispensable. Je faisais la vaisselle sans qu'on me le demande. Je pliais le linge. J'aidais Océane à faire ses devoirs même si elle était odieuse avec moi. Je pensais que cela leur ferait enfin m'aimer. Je pensais que maman regarderait la cuisine propre et dirait « Merci, Héloïse. On t'apprécie tellement. » Mais elle ne l'a jamais fait. Elle s'y attendait. À 16 ans, l'été où ils sont partis à Nice sans moi, j'ai réalisé que l'amour dans ma famille n'était pas une récompense pour mes actions, mais un droit de naissance pour Océane. Mon abandon à la maison m'a poussé à chercher du travail. J'ai trouvé un emploi chez la boulangerie Lefebvre. Madame Lefebvre était une femme austère, aux cheveux gris tirés en un chignon serré, les mains toujours couvertes de farine. Elle fut la première adulte à vraiment me voir. J'ai commencé comme plongeuse. Je frottais des casseroles incrustées de pâtes brûlées. Je n'ai jamais porté plainte. Je travaillais. Un jour, Madame Lefebvre était débordée par une grosse commande de macarons. Elle était en sous-effectif. Héloïse, a-t-elle aboyé? Viens ici. Lave-toi les mains. Elle m'a montré comment glacer les macarons. Cela demandait une main stable et de la patience. Je me suis concentrée. Après 1 heure, elle s'est arrêtée et a regardé ma plaque. Ils étaient parfaits. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu as de bonnes mains, Héloïse, a-t-elle dit. Et tu sais travailler. C'est rare. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était la fierté. Elle a commencé à m'apprendre plus que la pâtisserie. Elle m'a montré les livres de comptes, les marges, et comment identifier un fournisseur malhonnête. Un après-midi pluvieux, alors que nous fermions boutique, elle comptait la caisse. Construis ta paix avec tes mains, quand personne ne l'a construit pour toi, m'a-t-elle dit. Elle ne m'a pas regardé, mais je savais qu'elle parlait de moi. Elle savait pour ma famille. Compte uniquement sur toi-même, ma petite. C'est ça, ton pouvoir. J'ai pris ces mots à cœur. J'ai économisé chaque centime gagné. J'ai acheté mes premiers louis d'or que j'ai cachés sous une lame de plancher branlante. Ce n'était pas de l'argent de poche. C'était ma future liberté. Si vous aviez été à ma place, rejeté par votre propre famille pour les vacances, vous mettant à travailler si dur, auriez-vous choisi de tout garder secret ou auriez-vous exigé de la reconnaissance? Dites-le moi en commentaire. C'était à 2. Quand j'ai eu mon bac,
je n'ai pas demandé un centime à mes parents pour mes études. J'avais des bourses et mes économies. Je suis partie à Paris pour l'université. Je voulais être loin de l'odeur des présalés, loin de l'insipide maison familiale de Normandie. À l'université, j'ai découvert ma voie, l'expertise en haute joaillerie. J'avais un œil incroyable pour les détails. J'ai commencé à acheter des bijoux vintage endommagés lors de vide-greniers, je les restaurais, et je les revendais. J'ai appris le poids exact de l'or véritable, la pureté d'un diamant, et surtout, la rareté. À 25 ans, j'avais transformé cela en une véritable activité. Ce n'était pas Tapax en Graveleuil. Je travaillais depuis mon petit appartement du 18e arrondissement. J'ai appelé mon entreprise Héloïse Expertise. Je l'ai construite lentement, avec prudence. Je n'ai pas fait d'emprunt. Je ne voulais pas d'investisseurs. Je voulais que ce soit à moi. Mes parents ne comprenaient pas ce que je faisais. Quand j'appelais, j'essayais d'expliquer. J'ai authentifié un bracelet Art déco pour un collectionneur aujourd'hui, disais-je. C'est bien, ma chérie, répondait maman. Écoute, Océane a des problèmes avec sa colocataire. Tu crois qu'elle peut exiger d'Océane qu'elle fasse sa propre vaisselle? Il pensait que je jouais à la marchande, de babiole, comme mon père le disait. Héloïse s'amuse avec ses petits bijoux, disait-il au voisin. Il faisait passer cela pour un hobby, comme si j'enfilais des perles en plastique. Je les ai laissés le croire. Je ne leur ai pas dit quand j'ai signé un contrat avec une grande compagnie d'assurance pour vérifier leur sinistre de vol de bijoux. Je ne leur ai pas dit quand j'ai touché mon premier million. Je ne leur ai pas dit quand j'ai acheté mon appartement dans le 16e. Je leur ai juste dit que j'avais trouvé une nouvelle colocation. Pourquoi cacher cela? Parce que je les connaissais. Je savais que s'ils connaissaient ma richesse, la dynamique changerait. Je ne serais plus la fille oubliée. Je deviendrais la banque. J'avais besoin de savoir si un jour ils m'appelleraient juste pour savoir comment j'allais, sans avoir besoin de quelque chose. Alors j'ai gardé le silence. Je portais des vêtements simples lorsque je venais à la maison. Je louais une petite voiture bas de gamme pour ne pas attirer l'attention. J'ai joué le rôle qu'il m'avait assigné, Héloïse, la discrète, celle qui s'en sort tout juste. Mais je ne m'en sortais pas, j'étais en pleine ascension. Et plus je m'élevais, plus il était douloureux d'atterrir dans leur monde de négligence. L'argent créait un filet de sécurité, mais il n'arrêtait pas les appels. Océane, avec ses 26 ans, dérivait. Elle n'arrivait pas à se fixer. Elle avait abandonné la mode, le yoga, puis avait décidé qu'elle voulait devenir coach de vie sur les réseaux sociaux. Mes parents ont soutenu chaque pivot de sa carrière. Ils appelaient cela « se trouver ». Mais se trouver coûte cher. Le schéma de l'exploitation s'est installé. Ma mère m'appelait tous les 2 ou 3 mois avec cette même voix tremblante, pleine d'inquiétudes calculées. C'est Océane, Héloïse. Elle est tellement malheureuse. Elle se sent perdue. Elle a trouvé cette nouvelle formation qui va la sauver, mais ton père et moi sommes un peu à sec en ce moment. La retraite, tu sais. Je savais où cela menait. Combien est-ce? 3 000 € pour le premier module, disait-elle. Puis venait l'hameçon, elle a juste besoin d'un petit coup de pouce, Héloïse. Toi, tu as toujours été stable. Tu es la forte de la famille. C'était ma punition pour ma compétence, être forte signifiait être obligée de soutenir sa faiblesse. J'envoyais le chèque. 2 semaines après avoir payé le module de coaching à 3 000 €, j'ai vu des photos d'Océane à Ibiza. Légende, pause bien-être avant de commencer l'école. Hashtag développement personnel. Elle avait utilisé mon argent pour des vacances. Quand j'ai appelé maman, celle-ci s'est mise sur la défensive. Héloïse, ne sois pas mesquine. Elle avait besoin de s'éclaircir les idées pour pouvoir se concentrer. Elle ne s'est jamais concentrée. Elle a abandonné le module au bout de 2 semaines. Je n'ai jamais revu l'argent. Puis ce fut la voiture. Océane, 26 ans, avait besoin d'une voiture, pour ses rendez-vous professionnels, disait-elle, bien qu'elle ne travaille qu'à temps très partiel. La vieille Peugeot 206 de mon père était humiliante et tombait en panne. J'ai transféré 15 000 €.
Acheter une Renault Clio ou une Peugeot 208, elles sont fiables, avais-je instruit. 3 jours plus tard, j'ai vu le post sur Instagram, Océane, rayonnante, devant un SUV Audi Q3 Sportback blanc, tout neuf. La légende clamait son succès et son indépendance. Mon sang n'a fait qu'un tour. Il construisait activement un mythe autour d'Océane, la jeune femme brillante, capable, qui avait réussi seule. Et moi? J'étais juste le guichet automatique silencieux dans l'ombre. À Noël, j'ai offert 10 000 € à mes parents pour éponger leurs dettes de carte de crédit. Mon père a hoché la tête, ça aide, Héloïse. Merci. 10 minutes plus tard, Océane ouvrait son cadeau, un sac de créateur à 2 000 €. Mon père lui a souri, seul le meilleur pour notre fille. J'étais un fantôme. J'avais payé ce sac. Mon argent avait épongé leurs dettes pour qu'ils puissent s'endetter à nouveau pour elle. Le vrai point de rupture est arrivé en octobre. Ce n'était plus seulement de l'argent, c'était ma réputation. Je suis rentrée pour un week-end peu après l'incident de la voiture. Je suis tombée sur Madame Lefebvre, l'ancienne voisine de mes parents et une grande commère, à la supérette locale. Oh, Héloïse, dit-elle, me regardant avec une pitié insupportable. Ravie de te voir. Ta maman me dit que tu as encore du mal à t'en sortir à Paris. Elle a baissé la voix. Ce n'est pas grave, ma belle. C'est adorable de la part de tes parents de t'aider pour ton loyer. J'ai gelé. Pardon? Oh, ne sois pas embarrassée. Elle a tapoté mon bras. Océane a mentionné que tu devais leur emprunter de l'argent de temps en temps. C'est dur, la vie en ville. Mon sang s'est glacé. Océane. Ma propre sœur racontait aux gens que j'étais celle qui demandait de l'aide financière. Elle projetait sa propre réalité sur moi, volant mon succès pour me donner ses échecs. Je suis partie sans un mot. J'étais secouée par une rage froide. J'ai conduit jusqu'à la maison. Je voulais exploser. Mais quand je suis rentrée dans la cuisine, j'ai vu mon père au téléphone, riant à une vidéo TikTok, et ma mère coupant des légumes. Héloïse, tu es en avance, a dit maman. J'ai pris une profonde inspiration. Je voulais les tester une dernière fois. J'ai eu une grande semaine, ai-je dit calmement. Je viens de signer un nouveau client, la maison de vente de Genève. Ils veulent que j'authentifie toute leur collection de saphirs birmans. C'est un contrat énorme. C'était l'apogée de ma carrière. Maman n'a pas arrêté de couper. C'est bien, ma chérie. Mon père n'a pas levé les yeux de son téléphone. Il a ri d'une blague. Papa, ai-je insisté. Il m'a regardé une seconde. C'est bien, Héloïse. Puis il a tourné l'écran vers moi. Regarde plutôt cette danse qu'Océane a postée. Elle a déjà 500 j'aime. Elle est tellement drôle. J'ai regardé l'écran, Océane dansait maladroitement dans sa cuisine. J'ai regardé le visage de mon père, rayonnant de fierté pour une vidéo de 15 secondes. Il avait complètement ignoré l'énorme nouvelle de ma carrière. C'était le moment. Pas une forte explosion, mais un clic silencieux et définitif dans mon cœur. J'ai réalisé que peu importe ce que je faisais, peu importe l'argent que je gagnais, peu importe à quel point je les aidais, je ne serais jamais Océane. Leur silence n'était pas du respect. C'était du rejet. Ils ne me voyaient pas. Ils ne voyaient que ce que je pouvais leur donner. Et maintenant, Océane détruisait activement ma réputation pour se grandir. J'ai monté les escaliers jusqu'à mon ancienne chambre. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti quelque chose de plus froid, plus puissant, la détermination. J'ai établi mon plan. Noël arrivait. Ils avaient insisté pour que je les reçoive, car le fait que je vive à Paris était une preuve de la réussite de la famille. J'ai décidé d'organiser le réveillon dans le manoir que j'avais acheté 3 mois auparavant dans la région de Dordogne. Je l'avais payé comptant. C'était mon sanctuaire. J'avais menti à mes parents en disant que je le louais pour les vacances. J'ai passé 3 jours à tout préparer. Je voulais l'événement parfait. Si le chapon était succulent et la maison magnifique, peut-être arracherais-je un simple compliment. J'ai poli l'argenterie. J'ai acheté des roses blanches. Mon anxiété montait en flèche.
14h15, j'ai entendu le gravier crisser. Leur voiture est arrivée. Puis le SUV Audi, brillant, payé avec mon argent. J'ai ouvert la porte, affichant mon plus beau sourire. Joyeux Noël! Maman est sortie, tenant un plat. Elle a inspecté la façade du manoir. C'est un peu loin de tout, n'est-ce pas? Ce fut sa première phrase. Pas un bonjour, juste une plainte. C'est calme ici, maman, ai-je dit. Papa est sorti, s'étirant le dos. Les routes sont affreuses. Salut, Héloïse. Océane est sortie. Elle est passée devant moi sans m'embrasser. Bonjour Héloïse. J'ai besoin d'une salle de bain immédiatement. J'ai souri intérieurement. Le jeu était lancé. C'est une belle location, a dit papa, regardant les hauts plafonds. Combien te coûte un week-end ici? Un gaspillage, je trouve. J'ai fait une bonne affaire, papa. Attention, a ajouté maman, s'essuyant agressivement les pieds sur le paillasson. Ne te surestime pas. Nous ne pourrons pas te renflouer si tu ne peux plus payer le loyer. J'ai failli éclater de rire nerveusement. J'avais 12 millions d'euros en poche. Il s'inquiétait que je ne puisse pas payer le loyer d'une maison qui m'appartenait. Je n'ai rien dit. Les 4 heures suivantes ont été un véritable test d'endurance. Océane n'a pas aidé. Elle s'est assise sur un tabouret de bar, buvant mon sauterne et parlant de son « marque personnelle ». Je pense faire une série sur l'art de vivre avec un petit budget, a-t-elle dit à maman. Maman hochait la tête avec enthousiasme. C'est brillant, Océane. Tu as tellement de style. J'étais en train d'arroser le chapon, en sueur à cause de la chaleur du four. Héloïse, a dit Océane, faisant tournoyer son verre. Tu as des options végétales? Kevin essaie de manger moins de viande. Kevin était en train de s'empiffrer de toast au foie gras. J'ai servi une salade de légumes rôtis que j'avais préparée. Océane s'est ennuyée. Maman, pour ma série, j'ai besoin de meilleurs éclairages. C'est un investissement de 50 000 euros. Maman m'a regardé. Elle n'a rien dit, mais ses yeux disaient, Héloïse peut t'aider. J'ai tourné le dos, commençant à faire la vaisselle bruyamment pour ne pas avoir à entendre la demande officielle. Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. Vers 18 heures, j'ai réalisé que j'avais laissé mon couteau de découpe spécial dans mon bureau à l'étage. C'était mon home office. Je le gardais toujours fermé à clé, mais dans la précipitation du nettoyage, je l'avais laissé entrouvert. Je reviens tout de suite, ai-je dit. J'ai besoin du grand couteau. J'y vais aussi, a lancé Océane. Je me suis figé. Océane n'aidait jamais. Non, ça va, je m'en occupe. J'ai besoin de me dégourdir les jambes, a-t-elle insisté. Elle m'a suivi à l'étage. Je ne voulais pas d'elle dans mon espace, mais je ne pouvais pas faire d'esclandre. Arrivé à l'atterrissage, j'ai pointé la porte. Attends ici. C'est en désordre. Je suis entré dans la pièce, j'ai pris le couteau sur l'étagère. Quand je me suis retourné, Océane était là, dans l'embrasure de la porte. Elle ne me regardait pas. Elle regardait mon bureau. Mon MacBook était ouvert. J'avais vérifié un contrat urgent quelques minutes avant leur arrivée. J'avais oublié de fermer l'onglet du navigateur. C'était mon tableau de bord bancaire, affichant mon portefeuille d'investissement. L'écran était lumineux. Total des actifs, 12 642 890 euros. Les yeux d'Océane se sont écarquillés. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. J'ai bougé rapidement. Océane, descends. Elle n'a pas bougé. Elle est entrée dans la pièce. C'est réel, a-t-elle murmuré. Ce sont des fonds de clients, ai-je menti, essayant de bloquer sa vue. Je gère des comptes. C'était un mensonge faible. Mon nom était clairement affiché, Héloïse Expertise, compte principal. Océane m'a regardé.
Son expression est passée du choc à une froideur calculée. Elle a souri. Un sourire terrifiant. Waouh, a-t-elle dit doucement. Tu as été très occupée. Océane, s'il te plaît, ai-je supplié. Ne dis rien. C'est compliqué. Je t'expliquerai plus tard. Elle a regardé l'ordinateur portable, puis moi. D'accord, a-t-elle dit. Allons manger. Elle a fait demi-tour et est sortie. Mon cœur battait la chamade. J'ai fermé l'ordinateur. J'aurais dû le cacher. Je suis restée là une minute, essayant de me calmer. Elle a dit qu'elle ne dirait rien. Peut-être n'avait-elle pas compris l'ampleur. J'ai pris le couteau et je suis descendue. Le dîner était servi. Tout le monde était assis. J'ai déposé le chapon rôti sur la table. Il était parfaitement doré. Il a l'air un peu sec, a immédiatement commenté mon père. Il a l'air très bien, Thierry, a dit maman. Mais elle regardait Océane. Océane était étrangement silencieuse, fixant son assiette avec ce sourire petit et étrange. Mangeons, ai-je dit, la voix tremblante. Nous avons fait passer les pommes de terre. Nous avons fait passer la sauce. Puis Océane s'est levée. Elle n'avait pas de verre à la main. Elle était remontée à l'étage pendant que j'étais en cuisine. Je ne l'avais pas vue partir. Elle tenait mon ordinateur portable. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Océane, qu'est-ce que tu fais? Elle m'a ignorée. Elle a marché jusqu'à la tête de table, entre maman et papa. Elle a posé l'ordinateur face à eux. Tout le monde, a-t-elle dit, haut et fort. Avant de manger, je pense que nous devrions tous voir ce qu'Héloïse nous a caché. Elle a appuyé sur la barre d'espace. Les chiffres ont brillé à la lueur des bougies. 12 642 890 €. Héloïse est millionnaire, a crié Océane. Multimillionnaire. La salle est redevenue silencieuse. Mais ce n'était plus le silence de la surprise. C'était le silence de la convoitise. Personne n'a bougé. Ma mère a cligné des yeux, comme si elle ne pouvait pas lire les chiffres. Elle a compté les zéros. Mon père a reposé sa fourchette. Qu'est-ce que c'est que ça? A demandé papa. Sa voix était basse. Il m'a regardé, non pas avec fierté, mais avec suspicion. C'est mon compte, ai-je dit. Je suis restée assise. Je me suis forcée à garder le dos droit. Je savais que mentir était inutile. 12 millions, a murmuré maman. Sa voix s'est brisée. Héloïse, c'est une blague? Tu as gagné au loto? Non, ai-je dit. Je l'ai gagné. J'ai mon entreprise d'expertise en joaillerie depuis 6 ans. Je vous ai dit que j'authentifiais des bijoux. Je ne vous ai juste pas dit l'échelle. Océane a éclaté de rire. C'était un son aigu et amer. Elle nous ment depuis des années, a hurlé Océane, pointant un doigt manicuré vers moi. Maman, tu te souviens quand je pleurais dans la cuisine parce que je ne pouvais pas payer mon loyer? Elle était assise sur 12 millions et elle m'a laissé pleurer pour 800 balles. Le visage de ma mère s'est tordu d'horreur. C'est vrai? Tu avais tout cet argent et tu nous as laissé nous serrer la ceinture? Je ne vous ai pas laissé vous serrer la ceinture, ai-je répondu calmement. Je vous ai envoyé 2000 € chaque mois. J'ai payé vos cartes de crédit l'an dernier. J'ai acheté la voiture d'Océane. J'ai donné à cette famille plus de 100 000 € ces 3 dernières années. Des miettes, a crié Océane. Ce sont des miettes pour toi. Tu aurais pu m'acheter une maison. Tu aurais pu payer l'hypothèque de papa et maman en un chèque. Mon père s'est levé. Son visage était écarlate. Comment oses-tu? Comment osais-je quoi, papa? Réussir? Comment oses-tu nous tromper, a-t-il craché. Nous sommes une famille. Nous partageons tout. Nous nous inquiétions de l'argent, nous budgétisions, nous coupions les dépenses, et tu étais assise sur une fortune. N'as-tu aucune conscience? J'ai senti un feu s'allumer dans ma poitrine. Je ne vous ai pas trompé, ai-je dit. J'ai juste choisi de ne pas tout vous dire. Et pourquoi l'aurais-je fait? Vous n'avez jamais demandé des nouvelles de mon travail.
Vous n'avez jamais appelé pour savoir comment j'allais. Vous appeliez seulement quand vous aviez besoin d'un chèque. Mais nous pensions que tu avais du mal à pleurer maman, les larmes coulant sur ses joues. Nous essayions de te protéger. Me protéger? J'ai ri. C'était un rire amer et creux. Maman, vous m'avez demandé de l'argent chaque mois. Vous ne m'avez pas protégé. Vous m'avez utilisé. Nous sommes tes parents, a hurlé papa, claquant sa main sur la table. L'argenterie a bondi. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Et c'est comme ça que tu nous récompenses? En cachant ton succès? En étant avare? Océane a croisé les bras. Elle avait l'air triomphant. Elle avait complètement inversé le récit. Je n'étais plus la fille qui avait réussi. J'étais la traîtresse égoïste. Je veux savoir, a dit Océane, se penchant sur la table. Qu'est-ce que tu caches d'autre? Est-ce que cette maison t'appartient? Je l'ai regardé, mon visage impassible. Oui. Je le savais, a-t-elle hurlé. Tu as menti. Tu as dit que tu louais. Tu es une menteuse pathologique, Héloïse. J'ai menti parce que je savais que ça arriverait, ai-je dit en me levant. Je tremblais, mais ma voix restait étonnamment stable. Je savais que si vous voyiez l'argent, vous ne me verriez plus. Vous ne verriez qu'un compte bancaire. C'est horrible de dire ça, a sangloté maman. Nous t'aimons, Héloïse. Alors pourquoi criez-vous sur moi, ai-je demandé. Pourquoi personne ne dit « Félicitations » ? Pourquoi personne ne dit « Bravo, Héloïse, tu as travaillé dur » ? Pourquoi la première réaction est-elle « Tu nous le dois » ? Parce que tu nous le dois, a dit papa. Nous sommes une famille. La famille aide la famille. Il a regardé l'écran de l'ordinateur portable. Je pouvais voir l'avidité entrer dans ses yeux. Il faisait le calcul dans sa tête. Cela change les choses, a dit papa, son ton passant de la colère à l'autorité. Nous devons nous asseoir et discuter de la gestion de cela. Évidemment, tu ne peux pas garder tout ça pour toi. Ce n'est pas juste. Gérer ça, ai-je demandé. C'est mon argent, papa. Il n'y a rien à discuter. Ne manque pas de respect, a-t-il averti. Océane a besoin de stabilité. Ta mère et moi devons prendre une retraite confortable. Nous devons mettre en place des fonds fiduciaires. Nous devons rembourser la maison. Océane a ajouté, et j'ai besoin de ces 50 000 € pour mon entreprise. De l'argent réel, pas l'aumône que tu me jetais. Je les ai regardés. Ils tournaient autour de moi comme des requins. Mes tantes et oncles observaient en silence, les yeux écarquillés, mais personne n'intervenait. Ils attendaient tous leur part. C'est donc ça, ai-je demandé doucement. Vous voyez le chiffre et vous commencez immédiatement à le dépenser? Nous parlons d'équité, Héloïse, a dit maman. Il n'est pas juste que tu aies autant et que ta sœur n'ait rien. Tu sais qu'elle a du mal. Tu sais qu'elle est sensible. Elle a 26 ans, maman, ai-je dit. Ce n'est pas un enfant. Elle a du mal parce qu'elle abandonne tout ce qu'elle commence. N'attaque pas ta sœur, a hurlé papa. Vous voyez, a dit Océane. Elle se croit supérieure à nous maintenant. Je ne me crois pas supérieure, ai-je dit. Je pense juste que j'en ai fini. L'air dans la pièce était lourd et toxique. Le chapon restait froid au milieu de la table. Personne n'y avait touché. J'ai regardé ma mère. J'ai cherché une trace de la femme qui me faisait des gâteaux d'anniversaire. Tout ce que j'ai vu, c'était une femme qui se croyait en droit de jouir du fruit de mon labeur. J'ai regardé mon père. J'ai cherché l'homme qui m'avait appris à faire du vélo. J'ai seulement vu un homme qui se croyait en droit d'exiger mon obéissance. Et Océane, elle souriait. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait avoir ouvert le coffre-fort. Assieds-toi, Héloïse, a ordonné papa. Nous allons manger, puis nous allons passer en revue tes finances. Je veux voir les relevés. Il a planté sa fourchette dans un morceau de chapon. Et ce chapon est sec, a-t-il marmonné. Avec tout cet argent, tu ne pouvais pas engager un chef? C'était la phrase de trop. Ce petit commentaire mesquin, inutile. Ce n'était pas les millions.
C'était le fait que même avec des millions, je ne pourrais jamais lui faire plaisir. Je pourrais acheter le monde, et il se plaindrait toujours du chapon. Quelque chose s'est brisé en moi. Un clic final et silencieux, comme une porte qui se verrouille à double tour. Je ne me suis pas assise. J'ai tendu le bras et j'ai fermé l'ordinateur. Et, a dit Océane. Je n'avais pas fini de regarder. Si, ai-je dit. J'ai pris l'ordinateur sous mon bras. Puis, j'ai sorti mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? A demandé maman, le regard nerveux. Mon visage avait dû changer. Je n'étais plus l'Héloïse passive. Vous avez dit que la famille est de la famille, ai-je dit. Vous avez dit que la famille partage. Exactement, a dit papa, mâchant. Alors assieds-toi et réglons ça. Je suis d'accord, ai-je dit. Mais voilà, papa. J'ai partagé pendant 10 ans. J'ai été le filet de sécurité. J'ai été le plan B. Et ce soir, vous m'avez montré que cela ne signifiait rien pour vous. J'ai déverrouillé mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire suisse. J'ai 3 virements récurrents paramétrés, ai-je dit clairement. Ma voix ne tremblait plus. Un pour maman et papa, aide ménagère, 2000 € prévus pour le premier du mois. J'ai tapé sur l'écran. Annulé. Ma mère a suffoqué. Héloïse, qu'est-ce que tu fais? Un pour Océane Queen, soutien au loyer, 1500 € prévus pour le 5. J'ai tapé sur l'écran. Annulé. Océane a bondi. Tu ne peux pas faire ça. Mon loyer est dû la semaine prochaine. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. Et un pour la société de crédit pour la carte familiale conjointe, ai-je continué. Celle qu'Océane utilise pour ses urgences. J'ai tapé sur l'écran. Carte gelée. Compte clôturé. Arrête, a hurlé papa. Il s'est levé, s'approchant de moi. Tu fais un caprice d'enfant gâté. Je ne fais pas un caprice, ai-je dit. J'établis une limite. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il était plus grand que moi, mais je ne me sentais plus petite. Vous avez dit que je n'avais besoin de rien, ai-je dit. Vous m'avez dit, Héloïse, tu t'en es toujours sortie. Vous aviez raison. Je m'en sors. Je suis riche. Je suis indépendante. Et j'en ai fini d'être votre sponsor. Égoïste, a crié maman. Tu abandonnes ta famille. Non, ai-je dit. Je vous empêche de me voler. Pas seulement mon argent, mais ma vie. Vous ne voulez pas de fille. Vous voulez une mécène. Tu vas le regretter, a menacé papa, le visage violacé. Si tu passes cette porte, ne reviens jamais. Tu te coupes de nous. Je sais, ai-je dit. C'est exactement le but. Océane a couru autour de la table. Elle a agrippé mon bras. Ses ongles s'enfonçaient dans ma peau. Tu as 12 millions, a-t-elle hurlé. Donne-moi l'argent que tu me dois. Je suis ta sœur. J'ai regardé sa main sur mon bras. Lâche-moi, ai-je dit calmement. J'ai retiré mon bras. Je l'ai regardé avec une pitié sincère. Tu es pathétique, Océane. Tu as 26 ans et tu te bats pour une allocation. Construis ta propre vie. J'ai fini de payer pour la tienne. Je me suis tournée vers les invités. Mes tantes et cousins fixaient leurs assiettes, terrifiés. Je suis désolée d'avoir gâché le dîner, ai-je dit. S'il vous plaît, profitez du chapon. C'est offert par la maison, littéralement. J'ai pris mon sac sur le comptoir. Héloïse, attends, a pleuré maman. Elle a couru vers moi, agrippant mes mains. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes juste choqués. On peut en parler. Ne coupe pas l'argent. On en a besoin. J'ai regardé ses mains qui tenaient les miennes. C'étaient les mêmes mains qui me coiffaient quand j'étais enfant, mais maintenant, elles ressemblaient à des menottes. Vous en avez besoin, ai-je dit doucement. Mais vous n'avez jamais eu besoin de moi. Vous n'avez jamais demandé comment j'avais fait. Vous n'avez jamais pris la peine de vous soucier de moi. Je me soucie de toi, a-t-elle sangloté. Non, maman, ai-je dit. Tu te soucies du confort que je procure.
Il y a une différence. J'ai retiré mes mains. Au revoir, maman. J'ai franchi la porte d'entrée. Derrière moi, j'ai entendu le chaos. Océane hurlait. Mon père criait mon nom. J'ai entendu un verre se briser. J'ai marché jusqu'à ma voiture de location modeste. Je suis montée. J'ai verrouillé les portes. Je suis restée assise pendant 5 secondes. J'ai regardé le manoir, les silhouettes agitées dans les fenêtres éclairées. Cela ressemblait à une pièce de théâtre dont je n'étais plus l'actrice. J'ai démarré le moteur. J'ai reculé dans l'allée. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit pendant 3 heures. Je ne suis pas retournée à mon appartement parisien. Je savais qu'il viendrait me chercher. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à un hôtel de luxe à Bordeaux. J'ai garé la voiture de location. J'ai marché dans le hall de marbre et d'or. C'était calme. J'ai réservé une suite. J'ai utilisé ma carte noire, sans me soucier du coût. Mon téléphone vibrait sans arrêt. J'ai fini par le poser sur le lit. J'ai compté 47 appels manqués, 12 de maman, 20 de papa, 15 d'Océane. Étage 83 messages. J'ai commencé à les lire. C'était une étude fascinante de la psychologie de la dépendance. Maman 20h30, Héloïse, s'il te plaît, reviens. On est ta famille. Maman 21h15, ton père est très en colère. Tu dois t'excuser. Océane pleure. Comment peux-tu être si cruel? Maman 22h30, le virement n'est pas passé. Rétablis-le. On a des factures. Papa 20h32, tu es une honte. Papa 21h, réponds au téléphone tout de suite. Papa 22h45, je parle à un avocat. Tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça. Il y a des obligations morales et légales. Océane 21h, tu me dégoûtes, Héloïse. Océane 22h, j'espère que tu mourras seule avec ton argent. Océane 23h, envoie-moi 50 000 € pour mon silence, sinon je vais raconter à tout le monde que tu es une fraudeuse. J'ai tout lu. Je n'ai répondu à aucun message. J'ai pris des captures d'écran de tout, en particulier des tentatives de chantage d'Océane. Puis j'ai appelé Maître Vianney, mon avocat d'affaires. C'était un homme calme et expérimenté. Héloïse? Il a décroché, malgré l'heure tardive du réveillon. C'est fait, ai-je dit. Ils savent. Êtes-vous en sécurité? A-t-il demandé immédiatement. Oui. Ils menacent de me poursuivre. Océane tente de me faire chanter. Maître Vianney a poussé un long soupir. Bien. Nous nous y étions préparés. Voulez-vous procéder au plan d'endiguement? Oui, ai-je dit. Mettez fin à tout. J'aurai les lettres de mise en demeure rédigées pour demain matin. Je contacterai également la banque pour signaler toute tentative d'accès suspecte. Il a ajouté, et Héloïse, vous ne leur devez rien. Rappelez-vous-en. Moralement ou légalement? Aux 2 niveaux, a-t-il affirmé. Vos parents ne sont pas dans le besoin, ils sont dans l'avidité. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. J'ai commandé un petit déjeuner copieux, pancakes, fruits frais, café fort. J'ai mangé lentement, savourant la solitude et la paix. Puis, je me suis mise au travail. Non pas sur des bijoux, mais sur ma vie. J'ai changé de numéro de téléphone. Le nouveau numéro, je l'ai donné uniquement à Maître Vianney et à Madame Lefebvre. J'ai mis mon appartement parisien en vente. Je ne voulais pas être là où il pourrait me trouver. À midi, les lettres légales étaient envoyées. Mon avocat m'a transféré les confirmations de livraison. À Thierry et Béatrice Quinn, cette lettre constitue un avis formel de cesser tout harcèlement à l'encontre d'Héloïse Quinn. Toute nouvelle tentative de la contacter, de se rendre sur sa propriété, ou d'exiger des fonds fera l'objet d'une ordonnance d'interdiction. À Océane Quinn, concernant votre message du 25 décembre 2025 tentant d'extorquer 50 000 €, cette preuve a été conservée. Toute menace ultérieure entraînera un signalement criminel immédiat. C'était dur. C'était froid. Mais c'était nécessaire. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Pendant les premiers jours,
J'ai senti des vibrations fantômes dans ma poche. J'attendais la culpabilisation. J'attendais les menaces. Mais mon téléphone est resté muet. J'ai ressenti un chagrin étrange. Je ne pleurais pas la perte de ma famille. J'ai réalisé que je les avais perdus il y a longtemps. Je pleurais l'espoir. Je pleurais la petite fille en moi qui continuait de penser, peut-être que cette fois, ils vont m'aimer. Cette petite fille était partie, et la femme qui l'avait remplacée était plus forte. J'ai passé une semaine à l'hôtel. J'ai marché dans la ville. Je me suis acheté un manteau de cachemire que je n'aurais jamais osé acheter auparavant. Un après-midi, j'ai vu une famille à travers la vitrine d'une bijouterie. Un père tenait sa fille aînée dans ses bras et riait. Ça m'a pincé le cœur, mais ensuite, j'ai regardé mon reflet dans la vitre. J'avais l'air calme. J'avais l'air posé. Je ne ressemblais plus à une victime. J'ai continué mon chemin. Je n'avais plus besoin de regarder le bonheur des autres. Je devais construire le mien. 6 mois plus tard, je me tenais sur la terrasse de ma nouvelle maison. J'avais déménagé à Lyon. C'était assez loin pour être en sécurité, mais assez proche des collines que j'aimais. J'avais acheté une villa moderne avec des murs de verre et du bois de cèdre. Je ne me cachais plus. Mon entreprise a explosé. Paradoxalement, la rupture avec ma famille a renforcé ma crédibilité. Les gens faisaient confiance à une femme qui avait rompu avec un environnement toxique pour protéger son intégrité. C'était un mardi matin. L'air était frais. J'ai entendu la porte coulissante s'ouvrir derrière moi. Le café est prêt, a dit une voix rauque. C'était Mamie Solange. Après le désastre du réveillon, Mamie Solange, qui n'avait pas été invitée, m'avait appelé. Elle a 85 ans, vive d'esprit, et n'a jamais beaucoup aimé mon père. J'ai entendu ce que tu as fait, m'avait-elle dit une semaine après l'événement. Je m'étais préparée à la réprimande. Bien joué, a-t-elle dit. Il était temps, ma petite. Elle m'a dit qu'elle s'ennuyait dans sa maison de retraite, que la nourriture était fade. Alors, je l'ai installée chez moi. Elle avait son propre appartement dans l'aile ouest de la villa. C'était juste nous deux, et c'était la première fois de ma vie que je me sentais vraiment en famille. Elle est sortie sur la terrasse, tenant 2 tasses. Elle portait un cardigan jaune vif. Merci, mamie, dis-je, prenant la tasse. Ta sœur m'a appelé hier, a dit Mamie Solange avec désinvolture, buvant son café. Je me suis raidie. Océane t'a appelé? Oui. Elle voulait savoir où tu habitais. Elle prétendait vouloir t'envoyer une carte d'anniversaire. Mon anniversaire, c'est dans 6 mois. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Mamie Solange a pouffé. Je lui ai dit que tu vivais sur un yacht en Méditerranée et d'aller se faire voir. J'ai ri. Un vrai rire, profond, venant du ventre. Elle m'a aussi demandé si je pouvais lui prêter 500 €, a ajouté Mamie, levant les yeux au ciel. Certaines choses ne changent jamais. J'ai entendu par l'intermédiaire de l'avocat qu'ils avaient dû vendre la grande maison. Océane avait dû trouver un emploi à temps plein dans un centre d'appel. Je ne ressentais ni joie ni tristesse. Je me sentais neutre. Ils étaient adultes. Ils vivaient avec les conséquences de leur choix. J'ai regardé les reflets du soleil sur le lac. Cela ressemblait à des diamants. J'ai pensé à mon parcours. À la petite fille qui soufflait ses bougies seule. À l'adolescente qui frottait des casseroles dans la boulangerie. À la femme qui écrivait des chèques pour acheter un amour qui n'existait pas. Elle était partie. J'avais construit une forteresse de paix. J'avais mon travail. J'avais Mamie Solange. J'avais mon respect de moi-même. Ça va, ma puce, m'a demandé Mamie, me regardant avec ses yeux pétillants. Oui, Mamie, ai-je dit. Ça va. Et je le pensais. La famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, la famille, ce sont les gens qui respectent vos limites. Parfois, la famille, c'est juste vous, debout sur vos 2 pieds, refusant de vous laisser abattre. J'avais perdu mes parents et ma sœur ce réveillon de Noël, mais j'avais trouvé la seule personne que j'avais négligée pendant des années. Je m'étais trouvé moi-même. Et elle valait chaque centime. Si vous avez trouvé cette histoire révoltante ou inspirante,
N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Racontez-moi en commentaire votre propre histoire de vengeance familiale ou de conflit familial. Avez-vous déjà dû vous couper d'un proche toxique pour votre propre paix? Votre expérience est importante. Abonnez-vous pour plus d'histoires de drame familial et de résilience. Merci d'avoir écouté.